Bonjour, donc je suis Philippe Georgeon, je travaille à la médiathèque de Saint-Étienne. Je suis responsable de l'action culturelle. C'est l'auteur qu'on aurait dû recevoir à Saint-Étienne, c'est Franck Bouys, pour le livre Né d'aucune femme. Alors, c'est un livre, comment pourrait-on dire? À la fois un livre, c'est un livre écrit dans une très grande prose poétique, une très grande force narrative et d'une très grande, comment dire, il a le sens de l'intrigue, de la narration et de l'écriture, ce qui en fait un roman très romanesque, et ce qui est aussi parfois dans l'actualité française, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, moi qui ne lis pas forcément ce genre de littérature, j'ai été emballé par la proposition de Franck Bouys. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on est au début du siècle ou la fin du siècle dernier, on ne sait pas trop, il n'y a pas vraiment de. Quand je me rappelle, il n'y a pas vraiment de données temporelles. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une femme qui traverse une existence rose, dont le curé de la paroisse va être saisi par le biais d'un carnet qu'on va retrouver cousu dans ses jupes, parce que c'est l'infirmière qui a prévenu effectivement le curé. Et dans ce carnet, il y a effectivement tout ce qui s'est passé dans la vie de Rose. Et c'est la vie en fait de quelqu'un, de gens de la campagne, de Taiseux, et de gens qui ont mené des vies difficiles, des existences difficiles. Et c'est toute cette existence qui est évoquée dans ce carnet, l'existence de gens de peu, de gens qui ont été écrasés par la vie, puisqu'elle a été en quelque sorte issue d'un milieu très défavorisé, de paysans pauvres. Elle a été vendue pour près d'une espèce de d'aubereau de province, pour assurer une descendance dont on suppose dès le départ qu'il y aura une espèce de tragédie qui va se nouer. Et comme dans toutes les tragédies, le ressort se détend, et on ne perd jamais on ne perd jamais le fil de cet écrasement, de cette victime humiliée, violée, et qui reste, et qui hante longtemps l'esprit du lecteur, parce que c'est à la fois grand dans l'évocation de ce, oui, justement, l'espèce d'hommage que l'on rend à ces gens qui ont été souvent humiliés, et en même temps, on est dans cette histoire aussi, avec tous ces tabous, avec une histoire qui rejoint presque le mythe, parce que c'est aussi presque une histoire mythique à la fois. Il y a une espèce de puissance comme ça dans la narration qui fait qu'on est à la fois sur une histoire très simple et en même temps un mythe qui emporte tout sur son passage. Alors, j'ai lu un livre qui s'appelle Roman de Vladimir Sorokine, un roman qui a été publié aux éditions Verdier il y a quelques années. C'est l'histoire de Roman Alexievitch, qui est un jeune avocat de 32 ans qui laisse son travail d'avocat à Moscou pour revenir en campagne dans les lieux qui ont été le témoin de son enfance, auprès de son oncle et de sa tante qui l'ont recueilli quand ses parents sont morts alors qu'il était très jeune. Et alors, avec ce roman, on assiste à une peinture de la Russie éternelle pendant 350, 400 pages, une Russie, oui, éternelle, avec des grands auteurs, on prend des grands auteurs qui font la richesse de l'écriture classique russe, aussi bien Tourgueniev, Pouchkine, tous les grands auteurs sont convoqués. Mais on sent malgré tout dans ce livre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est sous-jacent et qui fait que les choses sont un peu rayées, fêlées. Et ce livre va nous emporter donc dans une espèce de comment dans une espèce de musique qui va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que bah, cette beauté, cette douceur russe, cette âme russe, elle n'est pas aussi belle, elle n'est pas aussi grande, elle n'est pas aussi bien réglée, et des choses se détraquent. C'est absolument prodigieux. Mais voilà, je dirais que c'est prodigieux. Et puis alors les dernières pages, on est pris par une espèce de, comment dire, d'écriture comme ça, d'écriture automatique.
qui devient de plus en plus syncopé. Et vraiment, voilà, je le recommande. Et ben, c'est le dernier Modiano. Alors, bah, évidemment, pour ceux qui n'aiment pas Modiano, j'arriverai pas à les convaincre. Pour ceux qui l'aiment, ben, ils comprendront tout de suite. On est effectivement, la vie est, comme il dit dans ce livre, la vie est faite de pleine de blancs qu'il faut remplir. Et est-ce qu'on doit les remplir quand on est un écrivain? Et c'est l'histoire d'un jeune homme dans les années 60, au début des années 60, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et il décide de devenir comme on peut, un métier qui est typique des métiers exercés par les protagonistes de Modiano. Il rentre dans une agence de détective privé. Il va être détective privé. Il va partir sur les traces d'une jeune femme, Noël Lefebvre, dont on a perdu la trace et pour lesquelles il va commencer. Le dossier qu'on lui prête est assez mince. Et en fait, ça va être l'occasion, effectivement, d'aller de lieu en lieu dans ce Paris du 15e arrondissement et d'essayer de recréer l'itinéraire de cette jeune femme. Et quand il l'écrit, qui est fait par ce garçon, donc, qui a une vingtaine d'années au début des années 60, il est devenu, quelques années après, longtemps après, il est devenu écrivain et il dit d'ailleurs que ce travail de détective privé au début des années 60 lui a servi à comprendre un peu de quoi la vie était faite. Et il revient sur cette Noël et c'est un beau portrait à la fois d'une époque, comme toujours chez Modiano, puis c'est l'incertitude parce que finalement, de quoi est fait le passé, de quoi sommes-nous faits et de quoi remplissons-nous ce passé. Je pensais à Middle England, le cœur de l'Angleterre, pardon, de Jonathan Coe, parce que ce livre, je trouve qu'il est à la fois, c'est à la fois un livre très anglais, puisque Middle England, c'est effectivement l'Angleterre de toujours, l'Angleterre rêvée. C'est à la fois un livre très profondément anglais, mais en même temps parce qu'on visite tout ce qui fait la saveur de la vie anglaise, mais en même temps j'allais dire très européen, voire mondial, parce que il s'y passe des choses que finalement on retrouve dans tous les pays. Que cette Angleterre elle est devenue un autre pays que celui que Coe a connu depuis, comme il dit, depuis 1979, c'est-à-dire l'arrivée de Margaret Thatcher. Et vraiment, c'est c'est un voilà, c'est un espèce de mélancolie d'une Angleterre qui n'existe plus. C'est une Angleterre qui n'existe plus. On ne sait pas quelle autre Angleterre ça va donner. Et en même temps, ce que je trouve qui est peut-être plus fort encore chez Jonathan Coe, c'est peut-être moins son histoire politique de l'Angleterre, parce que ça, finalement, on n'arrive pas à la connaître, mais c'est sa peinture des caractères et des personnages, la manière dont ils ont cette difficulté à parler, à faire évoquer le passé ou à dire les choses de manière évidente ou de manière claire les uns entre les autres, cette incommunicabilité. Et je trouve qu'Alan Waco est très très intéressant pour ça.